Philippe Delerme nous a rejoint sur le plateau de 64 minutes. Bonsoir, merci d'être avec nous et bienvenue sur TV5 Monde. Merci. Alors, on va commencer par présenter votre livre. Et vous avez eu beau temps, point d'interrogation, la perfidie ordinaire des petites phrases que l'on prononce parfois. C'est aux éditions du Seuil. Alors, on va prendre quelques exemples pour commencer. Et vous avez eu beau temps, c'est plutôt sympa comme expression, non ? Oui, a priori, c'est plutôt sympa, mais c'était sympa. C'est devenu moins sympa parce que maintenant, tout le monde est au courant du temps qu'il fait partout sur la Terre. Ouais. Et en général, on sait, même quand vous êtes allé vous promener quelque part, si vous avez eu beau temps ou non. Ouais. La question, du coup, elle est parfois un peu perfide. Mais je trouve qu'il y a une perfidie déjà dans le « et ». Il se trouve que ce tout petit mot peut être perfide quand vous êtes à côté d'un pêcheur qui, depuis 3/4 d'heure, n'a pas eu une touche et vous lui demandez « et vous en prenez beaucoup ?» On peut penser que le « et », parfois, à lui tout seul, a quelque chose d'un petit peu... Tout est dans le « et ». Vous avez eu beau temps, ça peut vouloir dire aussi vous revenez de vacances. Je vous pose la question, je suis un peu jaloux de ne pas être parti et d'être resté. Ça peut être ça aussi. Ça peut être ça aussi. Alors, je reviens vers vous. Alors ça, c'est... Oui, ça, c'est une phrase alors qui dans les phrases vraiment contemporaines, j'ai essayé de choisir celles qui ont un peu la peau dure, celles qui durent depuis un certain temps, qui sont révélatrices, à mon avis, un peu d'une forme d'éternel humain. Le « je reviens vers vous », ça, c'est carrément quelque chose qui établit un rapport de force, puisque quand on dit « je reviens vers vous », ça veut dire « je suis plus important que vous, mon emploi du temps est plus compliqué ». Et si je veux. Et si je veux. Et en plus, alors c'est une fausse bonne nouvelle souvent, puisque bon, la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement la personne revient vers vous, mais il ne faut pas espérer pour autant qu'elle ait des bonnes nouvelles à vous donner. Déjà, c'est suffisant qu'elle ait à revenir vers vous. Allez, une dernière avant de passer au fond. Je dis ça, je dis rien. À ce sujet, vous écrivez, ils sont plutôt décontractés, ils n'ont pas peur de manifester une franchise à la limite de l'insolence, mais quand ils lancent un jugement qui pourrait faire un peu ruer dans les brancards, ils effectuent aussitôt un repli assez curieux. Je dis ça, je dis rien. Et vous dites c'est une espèce de précaution post-oratoire parfaitement ambiguë dont la subjectivité rejaillit sur la fadeur de l'interlocuteur. Oui, parce que c'est un faux courage, en fait. C'est faire semblant de sortir du politiquement correct, de dire « je dis ça, je dis rien ». Voilà, dans une discussion qui était un petit peu fade et banale, tout d'un coup, je balance un argument qui paraît un petit peu gonflé, mais dès que je l'ai prononcé, je me rétracte en disant « oui, bon, enfin, bref, je dis ça, je dis rien ». Ouais. Aussitôt, je me recule. Mais en même temps, je laisse le souvenir de quelqu'un qui a pu dire la vérité, mais qui ne veut pas l'assumer tout complètement. Enfin, mais pourquoi est-ce qu'on utilise ces expressions? Est-ce que c'est par paresse? Est-ce que c'est par habitude, par commodité? Vous disiez que certaines existent depuis la nuit des temps en France. Parfois, on les utilise pour remplir effectivement un espace de silence qui peut être gênant, mais parfois aussi elles peuvent être révélatrices quand même d'une forme d'hypocrisie. Enfin voilà, ça m'amuse de le déceler, et comme j'ai plutôt l'habitude d'essayer de voir plutôt le bon côté des humains, et il y a aussi dans ce recueil pas mal de phrases positives, mais j'ai eu plaisir aussi à analyser pas mal de phrases qui recèlent des choses un peu plus négatives. Comment vous les avez répertoriées? En écoutant, dans la rue, dans les transports? Oui, en fait, pour le coup, c'est un livre que j'ai mis pas mal de temps à écrire, et il y a à peu près 2 fois plus de phrases de récits que dans mes recueils de textes courts habituels, puisque l'an dernier, j'avais publié un journal écrit il y a longtemps. Donc là, il y a 68 textes, et en fait, je n'ai pas un carnet sur moi où je note des idées. Ces idées, curieusement, elles me reviennent après. Je vis au présent, j'essaie de regarder le monde, j'ai un petit côté glandeur un peu qui me revient maintenant à la retraite puisque j'ai été prof toute ma vie, mais quand j'étais adolescent j'étais assez paresseux, et j'ai toujours eu tendance à regarder un peu le spectacle, à écouter ce qui se passe. Voilà. Alors c'est le savoureux portrait d'une certaine France en tout cas. Voilà, il y a souvent la bêtise qui affleure dans vos observations, mais en tout cas on sent une grande tendresse effectivement dans votre regard. Dans une boulangerie par exemple, on peut entendre quelqu'un qui dit oh il pleut, et tout de suite la réplique d'un homme qui dit il en fallait. Là, c'est quoi? C'est plutôt celui qui dit la terre a besoin d'eau? Oui, tout à fait. C'est une phrase, pour le coup, qui est bien normande. À Beaumont-le-Roger, où j'habite, c'est vrai que presque toujours, quand on déplore comme ça le temps, c'est une façon d'entrer en communication avec la boulangère ou avec les gens qui sont là, et de déplorer le temps qu'il fait. Et c'est vrai qu'il est souvent pas très très beau en Normandie. Mais aussitôt, si on déplore le fait qu'il pleut, vous entendez plutôt une voix masculine, qui va vous dire il en fallait. Et alors, ce qui m'amuse, évidemment, c'est de décrypter le fait que ça pourrait être une phrase d'un agriculteur, mais en fait plus souvent c'est quelqu'un qui travaille chez Schneider et qui n'a pas forcément besoin que la terre soit arrosée à ce point-là, mais qui est sensible à un équilibre écologique nécessaire, donc un moraliste. Il est aussi question de vous dans ce livre, mais j'en dis pas plus pour celles et ceux qui veulent en savoir plus. Il faut l'acheter, le lire. Vous parlez notamment de votre frère. Alors aujourd'hui, paraît-il, lundi 15 janvier, 3e lundi de janvier, c'est ce qu'on appelle le Blue Monday, pour utiliser un anglicisme, le jour le plus déprimant de l'année. Attention, nous dit-on, c'est prouvé scientifiquement, peut-être que ça fait vendre aussi des voyages, mais j'ai répertorié une de vos phrases s'agissant du bonheur. Vous avez dit, le bonheur c'est d'avoir quelqu'un à perdre.
Ah oui, ça c'est une phrase à laquelle je tiens. C'est sûrement la seule phrase à laquelle je tiens vraiment dans tout ce que j'ai écrit. Pourquoi? Parce que je pense que c'est une définition qui est un peu paradoxale. Ça semble une définition du bonheur un petit peu négative en fait de dire. Mais en même temps, moi je pense que c'est la plus positive de toutes. Parce que avoir quelqu'un à perdre, c'est vraiment ce qu'il y a de plus formidable dans la vie. Et donc c'est vrai que c'est un risque permanent, mais le bonheur c'est un risque permanent. Merci beaucoup Philippe Delerme. Mais vous avez eu beau temps, point d'interrogation. La perfidie ordinaire des petites phrases, c'est aux éditions du Seuil. Merci à vous.